Minuit, Ouagadougou s'est éteinte d'un seul souffle. Une explosion, puis le vide, comme si la capitale avait été débranchée de la carte. En moins de 3 minutes, un réseau entier s'effondrait. Communication, lumière, confiance. Mais derrière ce blackout, une autre bataille commençait, celle de l'invisible. Qui ose frapper un État non par le feu, mais par le signal? Et surtout, jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il tenir face à un ennemi qui ne porte ni uniforme ni drapeau? La nuit n'a rien détruit, elle a simplement révélé la guerre du XXIe siècle. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse la simple attaque. C'est l'équilibre même de la souveraineté numérique africaine qui a vacillé, prouvant qu'un pays peut être frappé sans qu'un seul soldat ne franchisse sa frontière. Les infrastructures, les données, la confiance, tout peut s'effondrer en silence. Mais cette crise porte aussi une promesse, celle d'un réveil. Car si les balles ont manqué leur cible, le message, lui, a atteint chaque Burkinabé. Ibrahim Traoré en a fait une leçon de survie politique. Dans un monde gouverné par les câbles et les codes, résister devient un acte d'ingénierie nationale. L'Afrique n'a plus seulement besoin de boucliers, mais d'antivirus souverains, de réseaux libres, de voix qui refusent la manipulation. C'est l'histoire de cette reconquête que nous allons suivre, minute par minute, donnée par donnée. Une question persiste pourtant, celle qui relie Ouagadougou, Washington et Paris. Qui contrôle encore les ombres quand la lumière s'éteint? À l'aube, le silence de Ouagadougou ressemblait à une suspension. Pourtant, à l'intérieur du complexe présidentiel, les équipes de sécurité venaient d'isoler ce que beaucoup redoutaient, l'attaque n'était pas une tentative de coup d'État ordinaire. Les analyses préliminaires révélaient des interférences multiples sur les fréquences cryptées, un brouillage simultané des caméras et des fragments de code semblables à des signatures étrangères. Le schéma, selon les analystes, portait l'empreinte d'une opération hybride, une frappe sans visage, orchestrée à distance. En moins de 20 minutes, les assaillants avaient coordonné leur intrusion avec une précision militaire. Le réseau électrique avait été paralysé, les communications coupées et les systèmes de surveillance falsifiés par injection de données. C'était une guerre numérique camouflée dans une nuit africaine. Les traces informatiques évoquaient des technologies autrefois observées dans des manœuvres liées à l'OTAN. Rien de concluant, mais assez pour alerter tout un continent, l'ombre du contrôle extérieur planait à nouveau sur le Sahel. Dans les heures suivantes, Ibrahim Traoré réunit son état-major. Le constat était brutal. Le Burkina Faso avait résisté à une offensive invisible, mais cette victoire technique révélait une fragilité structurelle. Les câbles, les serveurs, les signaux, autant de frontières désormais plus vulnérables que le sable ou le béton. Les ingénieurs parlèrent d'un assaut système contre système, une phrase qui marquerait les jours suivants. Pour Traoré, le message était clair. L'Afrique n'était plus conquise par les armes, ni piratée par le doute. Le blackout de Ouagadougou devenait ainsi le miroir d'un basculement global, celui d'un pouvoir qui ne s'affiche plus sur les champs de bataille, mais s'insinue dans les réseaux. Et derrière la survie du président, c'est toute une équation politique qui s'ouvrait. Comment défendre une souveraineté que l'on ne voit plus? Au cœur du chaos, une silhouette s'est imposée, celle d'Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu symbole d'un continent en résistance. Tandis que la capitale s'enfonçait dans la nuit, il n'a pas fui vers un bunker. Il a rejoint la salle de commandement, un lieu exigu, saturé de lumière rouge et d'écrans clignotants, où chaque donnée pouvait signifier survie ou chute. Là, son calme a tranché avec le tumulte extérieur. À ses côtés, une poignée d'ingénieurs civils et d'officiers, tous conscients qu'ils menaient la première bataille cybernétique du Burkina Faso. Ensemble, ils ont rétabli les communications internes, isolé les canaux compromis et verrouillé les fréquences de commandement. Leur intervention a stoppé l'onde de désinformation avant qu'elle ne devienne une panique nationale. C'est cette réaction, plus que la défense militaire, qui a sauvé la présidence. Mais l'impact psychologique, lui, s'est répandu comme une onde invisible. Les habitants d'Ouagadougou ont compris que la guerre avait changé de forme. Désormais, elle ne faisait plus de bruit. Traoré, debout devant ses équipes, a murmuré « Ils ont voulu nous éteindre, nous devons apprendre à briller seuls ».
Cette phrase, captée par un technicien, s'est répandue en quelques heures sur les réseaux, devenant un slogan d'autodétermination. Ce soir-là, un jeune officier a cessé d'être seulement un chef d'État. Il est devenu la voix d'une Afrique qui refuse l'effacement. La bataille venait à peine de commencer, déjà une certitude naissait. La souveraineté du Burkina Faso venait d'entrer dans l'ère numérique. Tout a commencé peu après 2 heures du matin, une impulsion de fréquence a traversé le réseau électrique de Ouagadougou, les lampadaires se sont éteints, les caméras ont vacillé, les radios des gardes se sont tuées. En quelques secondes, le périmètre présidentiel s'est retrouvé isolé du reste du pays. Ce silence, d'abord technique, s'est transformé en alerte. Sur les écrans du centre de commandement, des signaux inconnus apparaissaient. Des flux codés, synchronisés, avec une précision inquiétante. Les opérateurs burkinabés ont compris qu'ils n'étaient pas face à un piratage ordinaire. Chaque intrusion correspondait à une position stratégique, chaque coupure à un objectif défini. Le protocole de confinement fut déclenché. Les unités du 25e régiment d'infanterie convergèrent vers le palais, tandis que la garde présidentielle verrouillait les accès. À 2h45, des explosions contrôlées retentirent près du mur est. Elles étaient plus sonores que destructrices, conçues pour détourner l'attention. Pendant ce temps, une autre équipe d'assaillants avançait à l'ouest, utilisant des brouilleurs portables capables d'aveugler les drones de surveillance. Les forces loyalistes, guidées par des signaux radio de secours, contre-attaquèrent dans la pénombre. Les témoins ont parlé de lueurs vertes traversant la nuit, d'éclairs brefs, puis d'un silence plus lourd encore. En moins de 20 minutes, tout était terminé. Les attaquants s'étaient volatilisés, laissant derrière eux des véhicules brûlés et des disques durs partiellement effacés. Les techniciens du palais récupérèrent des fragments de code chiffrés semblables à ceux déjà observés dans des opérations extérieures. Rien de définitif, mais assez pour éveiller tous les soupçons. Le ministère de la Défense ordonna une enquête immédiate. À l'aube, la capitale était bouclée. Checkpoint, blindé, silence tendu. Dans la population, la peur s'est mêlée à l'incrédulité. Qui pouvait frapper ainsi, sans laisser de traces? Certains évoquaient des mercenaires étrangers, d'autres des réseaux de renseignement. Les médias locaux, privés d'accès au réseau, diffusaient des bulletins laconiques. Dans les rues, les gens priaient ou restaient éveillés, cherchant dans l'obscurité un signe de stabilité. C'est au matin qu'Ibrahim Traoré a pris la parole pour la première fois. Pas depuis un podium, mais depuis la salle de crise, filmée par une simple caméra de sécurité. Son message, court mais ferme, résonna dans tout le pays. Nous avons été attaqués, nous ne sommes pas tombés. Cette phrase marqua le début d'un contre-récit. En moins de 24 heures, la narration avait changé de camp. De victimes, les Burkinabés devenaient acteurs d'une résistance silencieuse. Ce que beaucoup appelleront plus tard la nuit des systèmes ne fut pas seulement une tentative d'assaut, ni une démonstration. La guerre du futur ne s'annonce pas, elle se programme. Et cette nuit-là, le Burkina Faso venait d'en écrire le premier chapitre africain. Les heures qui ont suivi l'attaque ont révélé une architecture d'une complexité inédite. Les premières analyses techniques, menées par l'unité de cyberdéfense burkinabé, ont recensé 147 interférences simultanées sur les réseaux cryptés. Un chiffre vertigineux, car il excédait de 10 fois la capacité connue des groupes rebelles locaux. Chaque signal provenait d'une source distincte, répartie sur 7 fuseaux horaires et coordonnée avec une marge d'erreur inférieure à 0 à 3 secondes. Les ingénieurs ont compris qu'ils faisaient face à un mécanisme de guerre algorithmique, un scénario que peu de nations africaines avaient anticipé. Les serveurs compromis affichaient des signatures binaires rappelant des technologies militaires utilisées par des entreprises de sécurité occidentales opérant sous couvert humanitaire. Rien n'était formel, ni la coïncidence des schémas de chiffrement ne laissait guère de place au doute. Des métadonnées faisaient référence à des infrastructures situées entre la Méditerranée et l'Europe de l'Est, des zones déjà citées dans des rapports d'activité hybrides. Les spécialistes étrangers consultés ont reconnu la logique d'un blackout électronique, un effondrement temporaire des systèmes destinés à tester la réactivité d'un État. Ce test, s'il en était un, a eu un coût mesurable. Selon les chiffres du ministère de la Communication, près de 42% du réseau urbain a été paralysé pendant plus de 6 heures. Les pertes économiques directes
sont estimés à 88 milliards de francs CFA, une somme considérable pour un pays dont le PIB par habitant ne dépasse pas 900 $. Mais la plus lourde facture fut psychologique. 87% des foyers interrogés dans les jours suivants affirmaient avoir ressenti une peur durable liée à la vulnérabilité numérique du pays. Dans un rapport confidentiel transmis à la présidence, un conseiller militaire note « L'attaque n'a pas visé à détruire, ni à démontrer ». Autrement dit, une message stratégique. Votre sécurité dépend de ce que vous ne contrôlez pas. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation a transformé la doctrine de défense nationale. Il ordonna la création d'un bouclier digital, un projet transversal mêlant armée, chercheurs et start-up locales destiné à reconquérir le terrain invisible des données. Ce chantier, toujours en cours, mobilise aujourd'hui plus de 600 ingénieurs répartis entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Objectif : bâtir une souveraineté technologique qui ne repose plus sur des serveurs étrangers. Un pari audacieux, nul nécessaire, dans un continent où le code est devenu la nouvelle frontière. Les chiffres, cette fois, ne sont plus abstraits. Ils dessinent la carte d'un continent sous tension, où chaque mégabit peut décider de l'avenir d'une nation. Et derrière ces nombres se lit une question qui dépasse le Burkina Faso. Jusqu'où un pays africain peut-il défendre sa vérité quand son infrastructure dépend encore de ceux qu'il défie ? Face à l'attaque, deux lectures se sont immédiatement opposées. La première, défendue par plusieurs observateurs occidentaux, soutient que l'événement n'était qu'une défaillance interne amplifiée par la peur. Selon eux, le Burkina Faso aurait simplement subi une panne d'infrastructure couplée à une désorganisation militaire. Cette thèse met en avant la jeunesse du gouvernement de transition, la faiblesse de ses ressources techniques et le poids des sanctions économiques. En d'autres termes, une crise domestique, pas un sabotage extérieur. Mais l'autre lecture, défendue par les analystes régionaux et relayée dans plusieurs capitales africaines, décrit un schéma beaucoup plus vaste. Pour eux, ce type d'attaque ne peut être dissocié de la guerre d'influence qui secoue le Sahel. Les codes retrouvés, les fréquences étrangères, les séquences d'interférences coordonnées sur plusieurs continents, tout cela témoigne d'une orchestration sophistiquée. Un officier burkinabé l'a résumé d'une phrase : « Ce n'était pas un échec de sécurité. C'était un avertissement. » Les partisans de cette thèse rappellent que des incidents similaires ont frappé Bamako et Niamey dans les mois précédents, à chaque fois après un discours prônant la rupture avec les anciens partenaires occidentaux. Derrière ces événements, ils voient une stratégie d'endiguement, empêcher l'émergence d'un pôle africain indépendant, technologiquement et politiquement. Entre ces deux positions, défaillance interne ou ingérence stratégique, Ibrahim Traoré s'est tenu sur une ligne étroite. Plutôt que d'accuser, il a choisi de diagnostiquer. Il a parlé de failles structurelles, mais aussi de signatures reconnaissables. Un langage calculé, mêlant prudence diplomatique et lucidité géopolitique. Cette posture a fait école. En refusant de désigner un coupable immédiat, Traoré a transformé la peur en étude de cas et l'humiliation en leçon de souveraineté. C'est peut-être là, dans cette retenue maîtrisée, que se trouve sa véritable force politique. Parce qu'à l'ère de la guerre des récits, le silence peut devenir un bouclier plus efficace que la colère. C'est par ces mots qu'Ibrahim Traoré aurait résumé l'instant où tout a changé. Cette phrase, devenue virale dans les heures qui ont suivi l'attaque, marquait la frontière entre la peur et la conscience. Le jeune capitaine n'était plus seulement une figure militaire. Il incarnait une idée, celle d'une Afrique, qui comprend enfin que la guerre moderne ne se livre plus avec des fusils, ni avec des signaux. Dans les couloirs du pouvoir, cette prise de conscience a opéré un basculement stratégique. La sécurité du pays ne se mesure plus seulement en kilomètres de frontières, ni en octets protégés. Les anciens réflexes, attendre, négocier, subir, ont laissé place à une doctrine nouvelle. Anticiper, intercepter, innover. Le Burkina Faso ne voulait plus réagir, il voulait prévenir. Ce basculement, c'est aussi celui du ton. Loin des slogans révolutionnaires, Traoré adopte une rhétorique de précision. Moins d'émotions, plus de méthode. Dans une région où la colère est souvent utilisée comme arme de communication, cette sobriété devient un acte de résistance en soi. Le pays entrait dans une ère où la vigilance se confondait avec la souveraineté. L'aube qui suivit l'attaque révéla un pays différent. Rien n'avait été officiellement détruit, mais tout semblait avoir changé.
dans les rues d'Ouagadougou, les conversations s'étaient déplacées. On ne parlait plus seulement de peur, ni de dépendance, de technologie, de contrôle. Pour beaucoup, cette nuit avait mis à nu ce que le Burkina Faso avait toujours redouté, la fragilité de sa souveraineté numérique. Au sein du gouvernement, les premières décisions furent immédiates. Création d'une cellule de crise interministérielle et lancement d'un audit complet des infrastructures. Les experts ont recensé près de 300 failles et critiques dans les systèmes publics, hérités de décennies de sous-traitance étrangère. Des protocoles de communication d'urgence furent redéfinis. Retour aux lignes sécurisées, déconnexion périodique des serveurs pour test de vulnérabilité et limitation de l'accès aux bases stratégiques. Ibrahim Traoré ordonna aussi la suspension temporaire de tous les contrats technologiques signés avec des firmes extérieures à la CEDEAO. L'objectif était clair, reprendre le contrôle du code avant de parler de coopération. Pour l'économie et les entreprises locales, les conséquences furent plus insidieuses. Pendant 3 jours, près de 60% des PME numériques ont vu leurs services interrompus. Les plateformes de paiement mobile, les sites administratifs et plusieurs médias en ligne ont été forcés de migrer vers des serveurs internes d'urgence. Cette paralysie partielle provoqua une perte estimée à près de 7 milliards de francs CFA sur le mois, mais elle servit aussi de catalyseur. L'État lança un fonds spécial de cybersouveraineté destiné à financer la recherche et les infrastructures locales. Pour la première fois, le secteur privé burkinabé fut invité à siéger aux côtés de l'armée dans la conception d'un dispositif de sécurité numérique nationale. La nuit de l'assaut a aussi redéfini le rapport du peuple à l'information. Les habitants ont compris que la guerre de demain passerait d'abord par les récits. Face à la vague de désinformation qui suivit l'événement, des radios communautaires et des collectifs citoyens ont émergé, cherchant à nettoyer le bruit. Cette mobilisation spontanée donna naissance à un nouveau mot d'ordre. Défendre la vérité, c'est défendre la patrie. Sous l'impulsion du président, une campagne nationale de sensibilisation fut lancée dans les écoles et les universités pour former les jeunes aux dangers de la manipulation numérique. Ainsi, cette crise, loin d'affaiblir le pays, a consolidé une nouvelle forme d'unité. Le Burkina Faso, souvent présenté comme une cible vulnérable, venait d'improviser une résistance culturelle et technologique. Et dans cette réaction collective, Ibrahim Traoré voyait déjà se dessiner les fondations d'un futur possible, celui d'un État qui ne craint plus le silence, mais sait l'écouter. Les événements de cette nuit ont ouvert un chapitre incertain pour le Burkina Faso et, au-delà, pour toute la région du Sahel. Face à l'onde de choc politique et technologique, 3 trajectoires principales se dessinent. Chacune porte sa promesse, mais aussi ses périls. Dans le premier scénario, le pays capitalise sur la crise pour renforcer son indépendance. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le gouvernement met en place une alliance régionale de cybersécurité avec le Mali et le Niger, baptisée Alliance Sahel numérique. Les budgets militaires se réorientent. 12% du PIB serait consacré à la souveraineté technologique et énergétique. La diplomatie s'ouvre vers la Russie et la Chine, apportant à Ouagadougou de nouvelles marges de manœuvre. En 12 mois, le pays pourrait disposer de son propre centre d'interception de données et devenir un modèle de résistance numérique en Afrique francophone. Dans un autre scénario, la reconstruction se fait à pas mesurés. L'État reprend le contrôle de ces systèmes, mais reste dépendant d'experts étrangers pour l'entretien et la supervision. La méfiance vis-à-vis des puissances occidentales demeure sans se transformer en rupture totale. Les institutions internationales, Banque mondiale, CEDEAO, Union africaine, continuent de dialoguer avec le Burkina Faso, sous conditions de transparence démocratique. La croissance reste fragile, la stabilité est maintenue. C'est le scénario le plus probable. Un pays vigilant, encore vulnérable. Mais il existe aussi un scénario plus sombre. De nouveaux blackouts toucheraient les infrastructures civiles, entraînant un effondrement de la confiance publique. Les alliances entre États se fissureraient et la guerre des récits, amplifiée par la désinformation, plongerait le Sahel dans une spirale d'instabilité. Pour le Burkina Faso, cela signifierait l'isolement diplomatique et la fuite des capitaux. Un effondrement technologique qui paradoxalement ramènerait la guerre à son visage le plus ancien, celui des armes visibles. Dans tous les cas, une vérité demeure.
La souveraineté ne s'hérite pas, elle se construit jour après jour. Et le véritable test pour Ibrahim Traoré ne sera pas la prochaine attaque, mais sa capacité à transformer la vigilance en politique durable. Au-delà des chiffres et des câbles, la crise a laissé une empreinte plus profonde, celle qui traverse les consciences. Dans les rues d'Ouagadougou, chacun se souvient de l'instant où la lumière s'est éteinte. Ce n'était pas seulement une panne, ni une métaphore. Un peuple soudain, confronté à la fragilité de son indépendance. Pendant plusieurs jours, la capitale a vécu au ralenti. Les marchés ont rouvert prudemment, les écoles ont repris entre deux coupures de courant, et les mosquées, comme les églises, sont devenues des refuges où l'on priait autant pour la vérité que pour la paix. Cette nuit a redéfini la notion de confiance. Les citoyens ne se demandent plus seulement qui gouverne, ni qui contrôle les réseaux sur lesquels repose leur vie quotidienne. Les journalistes, eux, ont réappris l'humilité. Vérifier une information avant de la diffuser est redevenu un acte de résistance. Les familles ont aussi redécouvert une forme de solidarité, partager un poste radio, protéger une source d'électricité, relayer les annonces officielles dans les quartiers déconnectés. Dans les écoles et les universités, les jeunes ont vu naître un nouveau type de patriotisme, technologique, lucide et collectif. Ils ne parlent plus seulement d'indépendance politique, mais de souveraineté numérique. Ce glissement sémantique est historique. Il marque le passage d'un nationalisme de drapeau à un nationalisme de données. Pour Ibrahim Traoré, cette transformation est la victoire invisible, parce qu'elle ne se mesure pas en kilomètres conquis, ni en esprits éveillés. Le peuple burkinabé, une fois encore, prouve que la résilience n'est pas un slogan. C'est une discipline. Et dans cette discipline silencieuse, c'est tout un continent qui commence à se reconnaître. Après la stupeur, vient la méthode. Ibrahim Traoré savait qu'un discours ne suffirait pas. Il fallait une stratégie. Le plan de redressement élaboré dans les semaines suivant l'attaque repose sur 5 axes concrets, pensés pour transformer la vulnérabilité en doctrine d'État. Un centre national de résilience numérique réunit militaires, ingénieurs et juristes pour centraliser la défense digitale du pays. Objectif, atteindre une autonomie logicielle de 60% d'ici 2026 en développant des solutions locales open source adaptées au contexte africain. Un partenariat stratégique avec le Mali et le Niger vise à mutualiser les données de surveillance, créant une barrière électronique commune sous l'égide de l'Alliance des États du Sahel. Un programme national intitulé Code pour la patrie formera 10 000 jeunes en cybersécurité d'ici 3 ans, avec des laboratoires numériques dans chaque lycée public. La migration progressive des serveurs gouvernementaux vers des centres de données nationaux alimentés par l'énergie solaire est déjà en cours avec un contrat pilote pour 2 data centers à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Enfin, pour contrer la désinformation, une veille citoyenne numérique forme des volontaires à vérifier les sources et publier des contre-récits validés. Ainsi, la réponse du Burkina Faso ne se limite pas à la défense. Elle redéfinit l'indépendance à l'ère digitale. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est plus un idéal abstrait, ni un protocole à construire ligne après ligne de code. Lorsque le calme revint sur Ouagadougou, ce n'était plus le même silence. Il n'était ni celui de la peur, ni celui de la défaite, ni celui qui suit la révélation. Dans les rues, encore marquées par la tension, les habitants voyaient dans chaque lueur un symbole. Le pays n'avait pas cédé. Les balles avaient échoué là où la volonté avait tenu bon. Ibrahim Traoré, ce soir-là, n'était pas seulement un chef d'État. Il était le témoin vivant d'une vérité ancienne. La liberté n'est jamais donnée, elle se défend. Son regard calme, non chargé d'histoire, rappelait celui de Sankara, la continuité d'une flamme que ni le temps, ni les systèmes ne parviennent à éteindre. Il savait que cette bataille n'était pas la dernière. Mais dans la fatigue de la nuit, on pouvait déjà lire une victoire silencieuse, celle d'un peuple qui choisit de comprendre plutôt que de subir. Et lorsque la lumière des premiers jours revint sur la capitale, elle éclaira plus qu'un palais intact. Elle illumina la certitude que, malgré la fragilité apparente, le Burkina Faso venait d'entrer dans une ère nouvelle où le courage se mesure non plus en armes, ni en lucidité. Le récit du Burkina Faso ne s'arrête pas à une nuit d'attaque. Il continue dans chaque conversation, chaque clic, chaque jeune qui choisit de coder plutôt que de fuir.
Ce que cette épreuve a prouvé, c'est qu'une nation peut être petite par la taille, mais immense par la conscience. Le courage de parler, d'apprendre, de résister, voilà la nouvelle arme d'un continent qu'on croyait soumis. Ibrahim Traoré, en refusant la peur, a rappelé à toute l'Afrique que la souveraineté ne se mendie pas, elle se prouve. Et cette preuve, aujourd'hui, appartient à chacun de ceux qui refusent le silence imposé. Si cette histoire vous inspire, partagez-la. Commentez, discutez, questionnez. Parce que dans le vacarme de la désinformation, chaque voix lucide devient un rempart. Et dans la guerre invisible des récits, la vérité n'existe que si quelqu'un la répète. Alors, au-delà du Burkina Faso, une question demeure. Jusqu'où serons-nous prêts à défendre notre indépendance, ligne après ligne, mot après mot ?